Aujourd'hui, donc, nous recevons Madame Laurence Vance-Neubrock, excusez-moi, Mialon, notre nouvelle députée de l'Allier, de la 2e circonscription de l'Allier. Bonjour Madame. Bonjour. D'abord, je vous remercie d'avoir accepté cette invitation. Et ça va nous permettre en même temps de faire mieux connaissance avec vous, de savoir qui vous êtes, puisque, il faut bien le reconnaître, vous êtes un peu une énigme politique pour beaucoup de lecteurs et de regards actuels, puisqu'avant les élections législatives, vous étiez assez peu connu. Alors, ça serait bien que vous nous disiez si vous avez eu, avant cette vie de député, une vie associative, syndicale, qu'est-ce que vous faisiez, qu'est-ce qui vous a amené à la politique, qu'est-ce qui vous a décidé à vous engager En Marche, dans la République En Marche, et puis ensuite vous nous direz peut-être quelques mots sur votre travail à l'Assemblée nationale. Oui, bien sûr. Je pense que c'est important. Donc voilà. Voilà, ben non, justement, je vais vous répondre. Donc déjà, merci de m'avoir invité, parce que c'est vrai que j'étais déjà abonnée à Regard d'Actu, enfin, il n'y a pas très longtemps, il y a peut-être un mois ou deux, et je trouvais les sujets souvent pertinents, donc je suis bien contente d'être avec vous aujourd'hui. Pour en revenir donc à la politique, alors ça ne m'est pas tombé sur la tête du jour au lendemain, c'est un sujet qui m'a intéressée depuis très très longtemps. Et même quand j'étais plutôt jeune, alors je suis d'une origine plutôt familiale, moyenne, pas très aisée, et malgré tout, donc avec des parents plutôt socialistes, enfin plutôt de gauche, avec des idées normales, hein, enfin quand on a un père mineur, une maman secrétaire, bon voilà. Et malgré tout, moi, il me semblait que, même étant jeune, que pour diriger un pays, il fallait pouvoir s'appuyer sur différentes théories, on va dire, alors les théories socialistes et également un peu des théories de libéralisme. Alors je sais, c'est un mot qui fait peur, mais je pense que bien mener et bien penser, c'est quelque chose qui peut faire avancer un pays. Si on équilibre de façon correcte et pérenne. Alors je sais que ce discours ne plaît pas à tout le monde, mais bon, en même temps, je pense qu'en politique, qu'on soit de droite, de gauche ou du centre, il y a toujours un moment où ce qu'on dit ne plaît pas à la population. Alors, donc voilà, donc je suis rentrée en école de police et puis ensuite au commissariat de Bobigny, en Seine-Saint-Denis. Et bon, j'avais toujours mes petites idées politiques en tête, et bon, on m'a fait comprendre en fait assez rapidement qu'il fallait, de par le devoir de réserve, les mettre de côté. Donc ce que j'ai fait, je me suis abstenue de parler, de m'exprimer ou de participer à quelques débats que ce soit, avec une petite frustration malgré tout. Et puis, bon, voilà, les années se sont écoulées, je ne vais pas vous faire les 25 années de police, il n'y a pas trop d'intérêt. Mais malgré tout, toutes ces idées étaient chevillées au corps, voilà. Et puis en fait, est arrivé sur la scène politique Emmanuel Macron. Alors, c'est un petit peu le moteur, en fait, de mon envie de candidater pour les législatives, parce qu'en fait, je trouve, en dehors, au tout début, quand il s'est manifesté, quand on sentait qu'il allait quitter le gouvernement pour créer quelque chose, ça a suscité en moi un intérêt, parce qu'en fait, il avait un discours qui me plaisait et qui me convenait. C'est-à-dire qu'effectivement, comme je vous le disais tout à l'heure, ou en tout cas même au cours de la campagne des législatives, je suis persuadée qu'il est tout à fait possible d'entendre et d'utiliser des idées, qu'elles viennent de droite, qu'elles viennent de gauche, qu'elles viennent du centre. Et là, je me retrouvais face à un ministre à l'époque qui justement avait déjà ce genre de discours. Alors, il est vrai que quand il s'est lancé, et quand il a lancé En Marche, le mouvement En Marche, je me disais, je le trouvais un peu jeune, on va dire, politiquement parlant. Et alors c'est un peu curieux hein, de ma part, parce que je ne suis pas très vieille non plus, mais bon, je me disais, c'est dommage parce que j'ai l'impression qu'Emmanuel Macron arrive un petit peu trop tôt dans sa vie politique, dans la politique, pour dire de devenir éventuellement un candidat au présidentiel. Bon, au final, il m'a prouvé, et voilà, donc aux Français qu'il était tout à fait capable, en un an, de monter un parti politique, enfin un mouvement politique, et à l'issue de cette première année, de devenir président de la République. Mais avant qu'il ne devienne président, donc voyant le mouvement prendre de l'ampleur
Et les termes qui étaient employés par les gens de ce mouvement en construction, enfin, j'adhérais complètement, si vous voulez, aux idées politiques. Donc, malgré mon devoir de réserve, j'ai pris un peu sur moi de franchir un petit peu la ligne qui m'était imposée par l'administration. Et donc, bon, j'ai un jour pris la décision, en septembre 2016, d'adhérer à En Marche. Et puis bon, ensuite, le temps faisant, j'ai vraiment eu envie de m'impliquer parce que je sentais que c'était vraiment le parti, la façon de procéder qui me convenait le mieux. Donc, début de cette année, en fait, j'ai candidaté donc, pour les législatives. Alors, j'ai candidaté, mais finalement, sans en parler trop à personne, parce que dans mon travail, je ne voulais pas que ça ait d'incidence sur mon travail, justement. Et puis, j'avais pas spécialement envie d'en parler, dans le sens où je me disais, si jamais je chute, voilà, tant pis, ce sera passé pour perte et fracas, enfin voilà, tant pis, je m'étais dit, je vais garder ça pour moi. Alors, malgré tout, j'avais un travail déjà de fond un petit peu important avant d'être investie par la Commission nationale d'investiture. C'est-à-dire que j'ai déjà commencé à remplir des fiches thématiques, à les envoyer à En Marche, notamment concernant la police de proximité, enfin celle de Jospin, mais notamment celle d'Emmanuel Macron, c'est-à-dire une police de sécurité quotidienne, avec des petites idées, et puis ensuite d'autres sujets de société, notamment sur les familles homoparentales qui vivent, dont certains enfants, dans certaines familles, ont des soucis dans leur vie de tous les jours, notamment en termes d'héritage et compagnie. Enfin bref, j'ai fait un travail de fond, ce qui a certainement dû plaire donc à La République En Marche, puisque en courant avril, j'ai donc été investie par le mouvement pour représenter En Marche, donc sur la deuxième circonscription de l'Allier, donc celle de Montluçon. Alors là, effectivement, ont commencé pour moi un petit peu les problèmes, puisque j'ai donc été face effectivement à 14 candidats, puisque nous étions 15 candidats pour les législatives. Alors c'était beaucoup, effectivement. Alors ça a ajouté au désintérêt, on va dire, des Français à la politique et donc à l'abstention, un abstentionnisme important pour les législatives. Donc j'ai conscience que j'ai été élue avec un taux fort d'abstention, comme mes autres concurrents ont également été victimes. Eux, ils ont été victimes d'une défaite, mais aussi avec le même abstentionnisme. Voilà. Donc la politique, c'était pour moi surtout une envie d'aider les concitoyens, de porter leur voix. Enfin, c'est comme ça que moi je vois la députation, c'est-à-dire le député sur le terrain prend acte et fait des besoins, des envies de ses concitoyens. Et fait un petit peu l'ascenseur, on va dire, jusqu'à Paris au niveau des instances dirigeantes. Vous êtes consciente quand même que cette élection, si vous avez été élu, c'est quand même parce que vous étiez avec cette étiquette En Marche. Ah, mais j'en ai tout à fait conscience, oui. Donc, en quelque sorte, vous devez beaucoup à ce mouvement, oui. Beaucoup à Emmanuel Macron. Alors, depuis, les critiques n'ont pas tardé, hein, il faut bien le reconnaître, notamment avec les médias, et vous avez répondu aux médias dans un courrier que vous leur avez envoyé, et vous vous exprimez en expliquant la raison pour laquelle, vous n'avez pas forcément été force de proposition dans un premier temps. Est-ce que vous vous situez, et ça suivra après une autre question importante, est-ce que vous vous situez en ce moment dans une période d'observation, comme le disait d'ailleurs un de vos collègues députés de Villeurbanne, qui s'appelle Bruno Bonnel, qui disait, en gros, jusqu'à présent on ne nous a pas beaucoup entendus, mais à la rentrée on va voir ce qu'on va voir. Un peu Matamor d'ailleurs. Oui, il fallait le dire un peu fort, oui, je trouve. Un peu fort, vous allez voir, y compris les insoumis, tout ça. Donc on sent qu'il y a un désir d'en découdre. Et est-ce que vous vous situez dans cette période d'observation? Et est-ce que par la suite vous avez des idées pour intervenir sur des sujets précis? Et on verra qu'il y a des questions là-dessus. Alors, je n'étais pas spécialement dans une période d'observation, sincèrement, mais je pensais que les choses ne
ne se faisaient pas de la façon dont elles se font vraiment. C'est-à-dire que, par exemple, dans le courrier que j'adresse à la montagne et que j'ai joint en copie donc, aux Parisiens, à l'Express et aux Échos, enfin au journal Les Échos, en fait, je pense d'ailleurs que la population ne sait pas trop comment se posent les questions en fait, au gouvernement, ni même en commission. C'est-à-dire que les questions, par exemple, au gouvernement, qui se passent donc dans l'hémicycle, sont d'abord proposées par les députés au groupe auquel ils appartiennent. C'est-à-dire que moi, j'appartiens au groupe La République En Marche, donc moi, comme tous mes autres collègues députés de La République En Marche, nous proposons nos questions donc au patron, on va dire, du groupe, en l'occurrence Richard Ferrand. Et quand Richard Ferrand a dans son petit listing une trentaine de questions, alors qu'en fait on ne peut en poser que 6 par exemple à la session, enfin aux questions au gouvernement qui vont se dérouler dans l'après-midi, il est bien obligé de faire un choix. Donc moi je n'imaginais pas les choses comme ça. J'imaginais qu'effectivement on s'inscrivait donc à l'Assemblée parce qu'on avait une question à poser et qu'au fil des débats, au fil des questions, le président de l'Assemblée nationale allait donc vous demander de poser votre question. Ce n'est pas ça du tout, donc comme je vous l'ai expliqué, on fait parvenir donc nos questions au président du groupe qui décide des questions qui vont être posées. Donc en ce qui me concerne, j'avais effectivement proposé des questions qui n'ont pas été choisies, mais parce que l'actualité était ce qu'elle était, notamment concernant un problème dans les établissements thermaux, notamment à Néry-les-Bains, où ils ont un problème de kiné, et on voudrait en fait faire une espèce d'expérimentation avec des masseurs. Enfin voilà, donc il y avait une question de santé que je voulais poser, que j'ai proposée, qui n'a pas été retenue. Une autre question suite à une visite au président de la FNSEA de l'Allier, M. Cabar, qui m'avait demandé donc de faire rapidement, mais le problème c'est qu'on s'est rencontrés il n'y a pas très longtemps, je crois que c'était la semaine dernière, et donc les dernières questions au gouvernement ont eu lieu mercredi dernier, alors que nous nous étions rencontrés lundi. J'ai proposé ma question, qui n'a pas été retenue, donc alors, à savoir que les questions que nous proposons au président de groupe sont conservées et que donc, on pourra très bien les reproposer donc, à la rentrée. Donc voilà pourquoi, en fait, si vous voulez, sur la douzaine de questions qui sont posées au gouvernement le mercredi, le problème, c'est que on doit donc partager ces questions avec les autres groupes, évidemment. Comme nous sommes majoritaires, nous avons plus de questions que les autres groupes, mais malgré tout, nous n'avons pas un flot de questions possible. D'accord, vous me semblez quand même un peu critique vis-à-vis du site de Citoyen FR. Alors, oui, c'est Regard de Citoyen, et c'est donc le site, donc le Regard de Citoyen, cette association, ensuite publie sur un site nosdéputés.fr une espèce de classement finalement des bons et des mauvais députés, alors selon les critères, et justement ces critères ne sont pas pris en compte. Enfin, alors j'en ai discuté justement avec M. Massot, qui fait partie de cette association, parce qu'en fait il m'a un petit peu interpellé sur Facebook, et donc je lui ai dit, mais moi je suis tout à fait d'accord pour que l'on puisse discuter de la mise en place de plusieurs critères, parce qu'en fait les critères qui sont proposés par nosdéputés.fr ne sont pas exhaustifs, et le problème c'est que, par exemple, j'ai vraiment l'impression d'avoir une activité, je sais ça peut paraître bizarre parce qu'effectivement je n'ai pas posé mes questions même si je les ai préparées, mais le travail en commission c'est pareil, demande énormément d'implication. Ensuite il y a également le travail sur le terrain. Enfin voilà, c'est pour ça que je trouve ce mode de fonctionnement un petit peu trop restreint. Alors, il faut quand même préciser d'ailleurs pour les lecteurs de Regard Actu que ce site analyse les présences, mais les critères d'analyse de présence posent un problème dans la mesure où effectivement il faut avoir pris soit la parole, soit avoir voté. Et on peut être présent sans être noté présent par le site lorsqu'il n'y a pas un de ces deux éléments qui rentrent en jeu. Donc évidemment, il ne faut pas en prendre entièrement compte sur votre activité, c'est clair, il faut... Oui, parce que justement, dans nosdéputés.fr, si vous voulez, le problème c'est que jusqu'à présent, nous étions en session extraordinaire. Or, quand nous sommes en période de session extraordinaire, là je parle pour les commissions, il n'y a pas de pointage, c'est-à-dire que quand on arrive en salle, la salle Victor Hugo en l'occurrence, pour le développement durable et l'aménagement du territoire, on n'a pas d'émargement.
Donc en fait, ce genre de critique en fait me pèse un peu parce que pour l'instant, ce n'est pas fondé. On me reprochait d'être présente à 6 commissions, je crois, alors qu'en fait, depuis le début, je peux promettre sur la tête de mes enfants, j'ai été présente à toutes les commissions. Or, à la rentrée, justement, nous serons en commission ordinaire, donc les choses vont reprendre leur cours normal, on va dire, par rapport à l'Assemblée. Et donc là, effectivement, nous serons donc obligés d'émarger une feuille de présence quand nous allons entrer en salle de commission. Donc voilà, donc c'est plein de choses en fait que je trouve un petit peu... On fait un petit peu un jugement de mon travail sur des choses qui ne sont pas... Si vous le voulez bien, on va rentrer dans le vif oui. du sujet, pas sur les questions, parce que le temps passe. Vous avez cette phrase quand vous répondez à la presse. J'ose espérer également que vous comprendrez que je ne proposerai pas des amendements à des lois qui me semblent justes, puisque c'est le gouvernement qui en est force de proposition. Oui. Elles sont justes parce que c'est le gouvernement. Ah non. Alors effectivement, je me suis peut-être mal exprimée. Ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, ce que j'ai voté là, je ne vais pas parler de ce que nous allons voter, auquel cas peut-être je proposerai des amendements, parce qu'il y a justement, si vous voulez parler d'amendements, il y a des choses sur lesquelles je ne suis pas d'accord avec, par exemple, rien que les propositions d'Emmanuel Macron. Notamment la hausse de CSG de 1,7% concernant les retraités qui touchent actuellement 1 200 €. Ça, effectivement, mais de toute façon, je peux même rassurer en fait tous les auditeurs et tous les gens qui lisent Regard Actu, nous sommes plusieurs députés de la République En Marche à ne pas être d'accord là-dessus. Parce que le seuil de 1 200 € est vraiment trop bas. Donc voilà, donc c'est pas parce que le gouvernement va proposer des choses que je vais forcément signer, forcément bêtement, j'ai envie de dire, tout ce que le gouvernement va proposer. On est d'accord ? Là, ce que je disais, c'est que, parce que vous ne disiez pas tout ce qu'il y a avant, mais en fait, je parlais de l'opposition, qui forcément propose des amendements, forcément, enfin vous voyez, propose des motions de censure, parce que c'est d'ailleurs le poids normal de l'opposition. Ils ne sont pas d'accord, donc c'est normal de proposer. A contrario, par exemple, je ne suis pas stupide au point d'être la bouche ouverte et à être d'accord avec tout ce que dit ce gouvernement. A contrario, j'ai voté pour un amendement proposé par Delphine Batho, qui est socialiste, parce que l'amendement qu'elle proposait me paraissait juste. Ça concernait en fait les collaborateurs de députés, enfin les collaborateurs en règle générale d'ailleurs, qui ne devraient pas être également employés par des lobbyistes. Alors, ça peut paraître une évidence, mais en l'occurrence, ce n'est pas prévu par la loi. Et le fait que Delphine Batho ait soulevé ce problème et qu'elle en fasse un amendement, j'ai trouvé ça très judicieux. Donc j'ai voté pour. Voilà, contre l'avis de madame, du gouvernement, et contre, voilà, c'est... Oui, mais n'empêche que vous noterez au passage que le gouvernement a rejeté cette proposition, ce qui est, on le verra pour d'autres sujets, assez alarmant, puisqu'on pouvait s'attendre quand même pour la... là, en l'occurrence, l'amendement dont je parle, là, a été accepté par tous les... Enfin, il a été accepté par l'ensemble de l'Assemblée. Ah, il a été... Oui. Voilà, donc on arrive, si vous me permettez, à ces questions. Alors, une question d'Anne-Marie Bay, je vous donnerai, qui m'a trouvé. La République En Marche a annoncé la suppression de 120 000 fonctionnaires, ce que je déplore. En proportion, cela équivaut à 500 postes dans l'Allier. Selon vous, dans quel secteur ces suppressions vont avoir lieu ? L'école publique, les hôpitaux, les pompiers, la police, les employés municipaux? Alors, quand Emmanuel Macron parlait ou le gouvernement, parle de suppression de 120 000 emplois dans le... Aidez-moi. Dans le public. Merci. En fait, il faut se rappeler aussi d'une autre mesure qui va être mise en place, qui devait se mettre en place assez rapidement, mais qui va être un petit peu repoussée, c'est le prélèvement à la source des impôts. Mécaniquement, si on réfléchit en fait au nombre de fonctionnaires qui sont actuellement utilisés pour contrôler et recueillir l'impôt sur le revenu, c'est par exemple ce genre de poste en fait qui va être diminué. Vous comprenez ce que je veux dire, c'est que Oui, d'accord. Vous voyez, mais enfin, vous n'allez pas trouver quand même 500 postes
dans l'Allier qui correspondent aux impôts à supprimer. Il faudra bien... Et ben, après, il est possible que malheureusement, là, ça fasse aussi, que fasse malheureusement pour le coup là, les frais, les contrats aidés actuellement, par exemple des agents territoriaux. Enfin, il y a dans les communes, effectivement, des agents... Alors on en reparlera, puisque là c'est encore autre chose. Autre chose, Parce que ouais. la fin du contrat aidé, ça a été décidé récemment. Les services publics en sont également utilisateurs, souvent par manque de moyens et de finances. Oui. Mais là, il s'agit bien de réduire le nombre de fonctionnaires, c'est-à-dire de ne plus remplacer les départs et autres. Et la question est, alors, eu égard au fait que dans certains endroits, comme les hôpitaux, le personnel est déjà exempt, donc je ne pense pas que ce soit... Voilà. Est-ce qu'on va continuer à supprimer d'ailleurs, mais alors quand vous dites, vous ne pensez pas, mais en même temps, par exemple, sur Montluçon, ils veulent supprimer plusieurs postes en maternité, en médecine. Les problèmes de la maternité, c'est déjà un problème qui dure depuis un petit moment, qu'on ne peut pas reprocher à ce gouvernement. Enfin, parce que ça, c'est effectivement un problème dont j'ai conscience. Hein. La maternité souffre énormément à Montluçon d'un manque de personnel, et du coup, l'accueil qui est fait aux futures mamans et aux futures familles, on va dire, est vraiment plus que limite. Donc là, sincèrement, je serais vraiment étonnée et révulsée même qu'on supprime des emplois dans ce secteur. La situation est déjà tellement critique qu'on a l'impression d'être d'un jeu de cartes, un château de cartes en fait, hyper fragile. Et je pense que si on continue à supprimer des emplois dans ce genre de postes hyper importants, on court à la catastrophe. On est déjà à la limite de la catastrophe. On a l'impression que ça se joue à un cheveu. Donc c'est pas l'endroit... La question suivante, vous avez commencé déjà un peu à y répondre, c'est les questions de Michel B. Laurence Vancenebroek-Mialon, ne pensez-vous pas que ponctionner 245 € chaque année par la CSG à des millions de retraités qui gagnent que 1200 € par mois va freiner la consommation populaire et donc l'activité économique? Pourquoi punir tous ces gens qui ont trimé toute leur vie? Alors, je vous laisse déjà répondre parce qu'il en pose plusieurs à la suite. Alors, en fait, voilà. Vous avez répondu. Oui, mais je vais revenir quand même sur cette question. C'est un sujet que j'ai abordé au long de la campagne, tout au long de la campagne, dans des réunions publiques, parce que j'ai fait pas mal de réunions publiques, et à chaque fois, je voulais rassurer en fait les gens qui étaient face à moi, en leur expliquant que moi-même, j'avais conscience que, quand on arrive à la retraite et qu'on ne touche entre guillemets que 1200 € par mois, ça sous-entend que quand on était employé, le salaire n'était pas non plus mirobolant, mais d'accord. Donc ça suppose que les gens qui sont en retraite avec 1200 €, pour certains, sont encore en location. Parce qu'ils n'ont pas eu la possibilité d'emprunter, de devenir propriétaire au fil des années. Donc, quand on se retrouve à l'âge de la retraite avec une dépendance physique, parce que des fois on est malade, parce que voilà, quand on arrive à la retraite, malheureusement c'est pas à 20 ans, hein, c'est plutôt après 60, donc il y a d'autres problèmes qui se greffent dans la vie de tous les jours. Mais voilà, donc on se retrouve avec un loyer, un certain loyer, même si on a certaines aides pour ce fameux loyer, on a des charges tous les jours, l'électricité, le gaz, les mutuelles qu'il faut payer, toutes les charges inhérentes à la vie de tous les jours de tout le monde. Donc je me dis que j'avais fait une espèce de un petit tableau justement où finalement on se rend bien compte qu'avec 1200 € par mois, il est impossible, c'est pas vivable de se faire prélever 1,7% de CSG. Raison pour laquelle donc je me proposais déjà pendant la campagne législative de proposer un amendement quand ce serait le moment de discuter de ce texte. Et effectivement, 1200 €. Alors après, il faudrait que je prenne des contacts avec les partenaires sociaux pour ce sujet bien précis, pour estimer à quel plafond on devrait s'arrêter pour proposer, effectivement, pour que ce soit vraiment... Donc vous allez consulter les partenaires sociaux? Alors là, justement, ça tombe bien que vous m'en parliez, parce que quand j'ai vu sur le site que j'étais déjà alpaguée par M. Brien, mais j'ai envie de rien dire sur M. Brien, parce qu'il se fait lui-même descendre par les gens qui laissent des commentaires, donc je ne vais pas y revenir, et puis je ne le compte pas, voilà. Par contre, le courrier de la France Insoumise m'intéressait plus parce que ça touche... si vous voulez, les gens de la France Insoumise, ce sont des gens qui ont un cap, un vrai cap, qui ne sont pas en train de tourner en rond comme d'autres personnes, qui savent vraiment où ils veulent aller, qui ont vraiment des idées. Donc, qui ne sont pas les miennes, évidemment, forcément, mais voilà, mais je préfère m'adresser à cette population, à toute la population de la circonscription, plutôt qu'à d'autres qui, à mon avis, feraient mieux de balayer devant chez eux.
Donc, vous vouliez continuer avec les questions. alors, Ah, mais les partenaires sociaux, voilà. Et donc, pour en revenir à ça, c'est qu'en fait, je ne peux pas recevoir tout le monde, parce que je vais déjà recevoir un monsieur de la CGT, j'ai les documents. Je vais déjà recevoir la CGT le 1er septembre, monsieur Laurent Indrusiac. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça, voilà. Donc, pour justement discuter de la loi travail et de tous les problèmes que ça va engendrer, voilà, pour qu'on ait une vraie discussion. Alors, il y avait d'autres gens de la CGT, voilà, après je ne peux pas recevoir tout le monde de la CGT, tous les gens individuellement de la CGT, parce que je reçois aussi, Consultez au moins les... Oui, j'ai rendez-vous avec Catherine, dont j'ai oublié le nom, de la FO à Montluçon, donc à l'hôpital justement. Oui. Voilà, donc pour justement discuter, parce que même si le gouvernement discute beaucoup, est en pleine concertation avec tous les différents partenaires sociaux, syndicaux, moi sur la circonscription, je suis également sollicitée, donc il est normal que je le réponde. Mais après, les gens doivent comprendre que je ne peux pas voir 10 représentants de la CGT, 10 représentants de la FO, parce que enfin, les sollicitations sont légion. Vous êtes obligé, évidemment, d'aller directement. Bon, là, j'ai choisi le... Mais en même temps, note que vous allez rencontrer certains responsables départementaux, d'ailleurs, puisque Marine Drusiel, je le rappelle, est secrétaire départementale de la CGT, et donc vous allez le rencontrer pour l'entendre sur l'aspect de la loi travail. Oui. Voilà. La question suivante est toujours la même personne. La volonté d'Emmanuel Macron de donner une place particulière à sa femme n'est pas admise, semble-t-il, par une majorité de la population. Ainsi, le succès de la pétition contre un statut spécial pour Brigitte Macron a obligé le président à ne plus parler de statut, mais de charte. Or, Aurore Berger, porte-parole de La République En Marche, justifie la volonté du président par le fait que, paraît-il, Brigitte Macron recevrait 150 lettres par jour. Alors envisagez-vous qu'elle reçoive la rémunération d'une employée de la Poste débutante, ou bien l'idée qu'elle ait une quinzaine de personnes à son service de tous les jours, est-elle toujours celle du président? Alors, pour la petite anecdote, il rajoute, je rappelle que Brigitte Macron est peut-être l'élu de cœur d'Emmanuel Macron, mais qu'elle n'a pas été élue d'aucun Français. Voilà, par aucun Français. Donc il y a une vraie interrogation sur le statut, vous voyez, c'est pas la seule, puisque ça Ah oui, non, mais de toute façon, j'ai assez lu les journaux et y compris qu'on retrouve dans la population, qui ne comprennent pas qu'on puisse accorder de tels moyens. Et donc là, vous, qu'est-ce que vous dites? Alors moi, ce que j'en dis, c'est que, en fait, depuis qu'on a des présidents, enfin en tout cas depuis la 5e République, là, on a donc des premières dames, puisque pour l'instant on n'a pas eu de premier homme, mais ces premières dames ont toujours eu un... Alors le mot statut du coup est un peu à utiliser avec précaution, mais ont toujours eu une situation un peu particulière, contrairement aux autres femmes de France. Et ont toujours eu des moyens, en fait, de toute façon, financiers et matériels, dans le sens où elles ont des gardes du corps, des secrétaires, enfin voilà. Bon, je pense, hein, c'est pas ce que moi je pense. Je pense qu'Emmanuel Macron a voulu justement cadrer un peu cette situation particulière, en offrant à la première dame, et notamment à la sienne, donc du coup, un statut, cette fois-ci, particulier. Alors, moi... C'est-à-dire en inscrivant dans le marbre. Oui, voilà. Alors après, je pense que ça peut être bien d'encadrer les choses pour éviter les éventuels débordements financiers que ça pourrait engendrer. Moi personnellement, je trouve que ça fait beaucoup de papier et beaucoup de discours pour un sujet qui me paraît pas très important, dans le sens où je trouve que, là je pense comme les Français qu'effectivement nous avons choisi Emmanuel Macron comme président de la République. Qu'il soit marié ou pas, ne devrait pas avoir d'incidence. Alors autant je pense que la première dame devrait être soit transparente, c'est-à-dire qu'elle ne devrait pas apparaître dans la vie politique et publique, puisque nous ne l'avons pas choisi. C'est comme si moi je venais avec ma famille ici, ça n'a aucun sens, on est d'accord, aucun intérêt. Ou alors, dans ce cas-là, il faudrait effectivement lui trouver un cadre, mais selon les premières dames, les choses changent. Brigitte Macron n'est pas, par exemple, Daniel Mitterrand, n'est pas... alors est-ce qu'on peut imposer un statut à une personne... D'autant que Daniel Mitterrand était une personne très très effacée et qu'elle n'intervenait
Oui, et puis elle avait, mais pour autant, elle était très, ben voilà, elle était transparente, j'ai envie de dire. Vous voyez, ben c'est un petit peu à ça, moi je trouve qu'on devrait inspirer en fait. Effectivement, le modèle de Daniel Mitterrand serait plus. Voilà. Ouais, Peut-être que le mot n'est pas forcément bien adapté, elle n'était pas transparente. Non, mais enfin. Mais en même temps, Voilà, très engagée dans des missions bien particulières, mais après elle n'était pas au premier plan, voilà, toujours. Voilà. Oui, oui, on est d'accord. Une question de Serge M maintenant, sur la fonction publique, alors là ça va vous toucher particulièrement. Que pensez-vous de la présence de fonctionnaires dans les sociétés anonymes, en dehors et au mépris des règles statutaires, alors qu'il n'existe pas d'emploi correspondant au grade de ces fonctionnaires, et que comptez-vous faire pour y remédier? C'est-à-dire, en fait, oui. le détachement, c'est ce qu'évoque cette personne, c'est le détachement des fonctionnaires dans les sociétés privées. Le premier exemple le plus probant, c'est France Télécom, où vous avez encore, parce que maintenant ce statut tend à disparaître, mais où on a mis, par exemple, à France Télécom, j'étais dans ce cas-là, puisque je suis issu de cette maison, fonctionnaire, mais travaillant pour une société qui avait été privatisée. Et du fait, on a mis à disposition, l'État a mis à disposition du privé, du privé, même si les personnes étaient rémunérées par le privé, du coup. Mais qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous pensez que c'est normal qu'on puisse mettre à disposition du privé du personnel fonctionnaire ou non? Bien, disons, alors dans ce cas-là, est-ce que ça supposerait que finalement les fonctionnaires qui sont en position de détachement et qui normalement travaillent par exemple pour France Télécom, pour reprendre votre exemple, est-ce que ces fonctionnaires finalement n'ont plus d'utilité au sein du fonctionnariat? Auquel cas ça pourrait par exemple être les postes, les postes qu'on pourrait, que le gouvernement aurait envie de supprimer, pourquoi ne pas par exemple commencer par ça aussi? Vous comprenez ce que je veux dire? Oui, supprimer ces postes de fonctionnaires. Bah, c'est-à-dire que si un fonctionnaire c'est-à-dire leur retirer carrément le statut, leur retirer le statut et les transformer en employés privés, c'est-à-dire sous CDI. Bah, je me dis que, par exemple, vous, par exemple, en ce qui vous concerne, vous travailliez pour France Télécom, mais vous étiez fonctionnaire de quelle administration? Des PTT. Ah oui, des PTT, d'accord. Ah oui, là c'était autre chose, oui. Et oui, vous comprenez. Ah oui, non, là c'était autre chose. Non, là c'est une suite à une privatisation. Donc, bon, là, je conçois que c'est pas simple et c'était une question un peu technique et un peu compliquée. La question suivante, si vous voulez bien, celle de Annie S, qui vous pose la question suivante. Le mouvement En Marche est organisé par des personnes venues de tout horizon, gauche, socialiste, beaucoup de socialistes, centre, droite et écologiste, où vous situez-vous? Et c'est rejoint un petit peu ce que vous aviez dit tout à l'heure. Qu'est-ce qui vous a convaincu dans En Marche à associer ou non, et pourquoi êtes-vous venu à la politique? Alors je vais pas revenir sur vous avez on peut le dire. Alors oui, là voilà. Mon positionnement, c'est celui que j'ai déclaré de toute façon à la République En Marche quand j'ai candidaté, et celui que j'ai annoncé pour lequel je n'ai aucun souci. Je suis effectivement de centre droit. Centre droit, vous vous situez plutôt de centre droit. Oui, mais plutôt, j'ai envie de dire vraiment au centre, mais avec une petite tendance à droite. D'accord, avec toutes les conséquences que ça implique avec, pour les questions qui vont suivre. Celle-là est également très intéressante. Elle vient de M. Ricordou, qui n'a pas donné son prénom. Et avant son élection, à propos de la carrière d'Archinia et du collectif Stop Carrière Philippe 03, Ricordou. Voilà. Madame Laurence Vancenebrock-Mialan avait déclaré « Votre combat me paraît juste et en conséquence soucieuse des problématiques environnementales, si je suis élu député de la 2e circonscription de l'Allier, et s'il n'est pas trop tard pour essayer de stopper l'ouverture de la carrière, j'apporterai mon soutien à votre association. » Il continue, à ce jour, et à notre connaissance, Madame Laurence Vancenebrock-Mialan, membre de la commission développement durable et de l'aménagement du territoire, n'a pas pris de nouvelles initiatives sur ce dossier. À notre connaissance, il n'y a pas de... voilà. Sur ce dossier, peut-elle nous dire ce qu'elle envisage pour les prochaines semaines, et en particulier, si elle pourrait faire en sorte que le collectif Stop Carrière 03, ainsi que les maires concernés, soient rapidement reçus par Nicolas Hulot, de manière à trouver une issue
démocratique à ce dossier. Alors, contrairement à ce que pense M. Philippe Ricordeau, donc j'avais effectivement rencontré pendant la campagne législative, j'ai donc contacté, je suis même allée voir Monsieur le Préfet à Moulins, donc, avec qui donc j'ai discuté justement de ce dossier, avec d'autres dossiers, notamment les gendarmeries de Riel et Marcillat. Enfin, je suis arrivée avec mon petit paquet de questions à la préfecture, et donc effectivement j'ai abordé ce problème alors, c'est pas de l'ouverture, c'est de la réouverture déjà de la carrière. Non, mais parce qu'en fait, les mots sont importants. Entre un site vierge dans lequel on va ouvrir une carrière et un site où on va réouvrir une carrière, c'est pas pareil. Enfin, l'impact écologique et en rapport avec le voisinage n'est pas du tout le même. Et donc, en fait, monsieur le préfet m'a donc informé que la démarche qu'avait entrepris donc cette association se trouvait maintenant au tribunal administratif. Donc cette association a fait un recours au tribunal administratif pour justement stopper la réouverture de cette carrière. Et donc là, on attend en fait la réponse finalement de ce... Mais ça ne vous empêche pas d'agir, vous, en tant que député, pour... Eh bien, c'est qu'agir, en fait, on ne peut pas infléchir un juge. Non, mais c'est pas Ah bon? à ce niveau-là. Vous pouvez agir au niveau du gouvernement. Oui, mais avant d'agir au gouvernement, il faut déjà qu'on ait la réponse du tribunal administratif. Et qu'est-ce qui devrait intervenir normalement à la rentrée? Donc, oui, non, mais, là, on est sur un problème de calendrier. Mais le gouvernement peut très bien laisser le dossier, abandonner le dossier de la réouverture, ne pas l'accorder, sans que le tribunal se soit prononcé. L'un et l'autre sont deux actions tout à fait différentes. Au pire, ce sera le tribunal qui tranchera si le dossier n'est pas retiré, mais vous savez bien que si le dossier est retiré, le dossier tombera au tribunal automatiquement. Donc ces personnes-là, alors j'ai suivi également pour ces personnes le dossier. Quand vous dites qu'il n'y aura pas le même impact, il n'empêche que les camions qui vont circuler sur les routes c'est le même impact que pour une carrière qu'on ouvrirait. Et ils ont quand même souligné certains aspects, notamment de pollution très, très, très important, une opposition très large de la population, et c'est là-dessus qu'ils se basaient. Donc vous dites en quelque sorte, moi j'attends la décision du tribunal. Et je ne vois pas que le gouvernement aille... vous ne voyez pas que le J'aurais même, ce serait même un peu étrange par rapport à la justice que le gouvernement demande qu'il se passe des choses en dehors d'une décision d'un juge. Oui, non, non, mais le juge ne statue pas sur l'ouverture ou la fermeture. Il statue simplement sur la demande et sur les bien fondés de la demande de l'association de ne pas rouvrir la carrière. Mais si le gouvernement décide de ne pas l'ouvrir, il aura pu à statuer, si vous voulez. Donc le problème, il n'est pas là. Et si le juge est saisi, c'est justement parce que le dossier n'est pas retiré. C'est parce que le gouvernement maintient son projet. Le trouble aussi, c'est que dans un premier temps, le premier projet, c'était de faire circuler 600 000 tonnes par camion. C'était épouvantable. Déjà là, si vous voulez, le préfet a accepté l'ouverture la réouverture de cette carrière sous la condition qu'en fait ne transite plus entre guillemets que 100 000 tonnes de marchandises, de granulats. Voilà. Donc déjà le problème n'est pas réglé, mais le problème est déjà diminué de 6 fois. Ensuite, le problème c'est que moi j'aurais peur à la place de cette association, c'est un petit peu ce qui m'invite à la prudence, c'est que je pense que j'ai peur que le gouvernement fasse la balance entre le côté écologique, le côté, tout ce que réclame en fait l'association Stop Carrière, et le poids économique que cela pourrait rapporter, vous comprenez, sur la circonstance, sur l'avenir en règle générale, avec le Grand Paris. C'est très controversé sur le poids économique, puisque le poids économique, on parle en termes d'emplois créés, et selon les estimations, ça fait entre 9-10 emplois, et encore, on a vu par expérience dans certaines carrières comme ça que ça ne crée pas tant d'emplois que ça, pratiquement pas. Souvent d'ailleurs ce sont des personnes qui viennent, plutôt des personnes locales qui sont embauchées. Donc voilà, donc c'est en tout cas ce que nous disent
les personnes de stock carrière, c'est que économiquement, ça n'apportera pas quelque chose de fondamental par rapport aux nuisances, parce qu'il faut bien sûr peser le compte par rapport aux nuisances que ça va apporter dans l'environnement. Donc vous attendez en quelque sorte la décision, vous en remettez à la décision du tribunal administratif. Voilà. Oui. Tiens, une question toute simple, et je pense que vous allez peut-être être en mesure aujourd'hui de nous y répondre. Quelle est l'adresse de la permanence montluçonnaise de Madame la députée, cordialement? Alors, Madame la députée a eu énormément de soucis pour trouver un local rapidement habitable au final. Alors bon, pour l'instant, on est sur un local, ça devrait se signer dans pas longtemps et on devrait normalement y entrer, j'espère, début mi-septembre. Alors l'adresse, c'est 5 rue des Forges, premier étage, voilà. Donc c'était un bâtiment pas très loin de là où se trouve la permanence, l'ancienne permanence de la sénatrice dont j'ai oublié le nom là. Madame Church. Voilà. Et donc voilà, donc c'est 5 rue des Forges, mais pour l'instant on n'y allait pas parce que les bureaux sont vides. En fait, l'agence qui nous loue, c'est l'agence qui est en dessous d'ailleurs, France Noir, qui va donc nous louer le local, fait des travaux de réfection, sol et murs. Et voilà, et donc nous c'est pareil, on doit acheter donc tout le matériel pour meubler cette permanence. Et donc j'aurai le plaisir d'y installer mes 2 collaborateurs de la circonscription. Et j'ai également enfin trouvé une collaboratrice sur Paris. Enfin je dis enfin parce qu'on ne se rend pas compte quand on est chez soi du travail que ça peut représenter le travail d'un député sur Paris, entre les présences dans les commissions, les hémicycles. Après des choses qui vont paraître complètement futiles au regard des gens, mais l'ouverture du courrier, c'est que là ça se calme. Mais quand je suis arrivée, j'avais des piles de courrier comme ça. Alors ça me prenait un temps fou, j'étais obligée de faire un tri des fois pas très rationnel des fois. Mais... bref, donc voilà, donc la situation va s'améliorer. En partir de septembre, j'aurai des conditions de travail et mes collaborateurs également pour recevoir nos concitoyens. Et je vous rappelle aussi qu'en fait, il y aura cette permanence sur Montluçon, mais que, comme je l'ai dit lors de la campagne des législatives, on va organiser donc des permanences volantes, on va dire, des permanences dans toute la circonscription pour pouvoir toucher certaines populations qui n'ont pas les moyens de se déplacer jusqu'à Montluçon. Voilà. D'accord. Alors la question suivante, elle concerne les emplois aidés. Les emplois aidés. Alors, une décision qui a été prise d'arrêter ces emplois aidés. La ministre du Travail a expliqué que c'était inefficace et que ça ne créait pas en réalité de l'emploi pérenne. C'est un peu ce qu'elle a dit à l'Assemblée nationale. Dommage d'ailleurs au passage qu'elle n'ait pas fait une analyse du CICE qui... entre nous, n'a pas créé d'emploi, puisque toutes les études démontrent que malgré l'énorme masse d'argent qui a été donnée aux grandes entreprises, ça n'a pas créé de l'emploi comme on espérait. La question est la suivante, puisque cette personne, c'est Madame Annie Moriot, qui tient la recyclerie de Besnay, qui est une entreprise une association plutôt, excusez-moi, qui a été montée pour redonner vie aux déchets et qui fonctionne très bien avec 2 emplois aidés. Or, ils avaient l'intention de créer 2 autres emplois aidés, et bien c'est fini, ils ne le feront pas. C'est des emplois qui ne pourront pas être créés sans aide de l'État. C'est donc, et ça donne une idée dans de nombreux endroits de ce que va donner cette décision d'arrêter définitivement les emplois aidés. Ça va être une catastrophe. Et elle dit, 6 mois après la fin de l'aide, 41% des personnes sorties en 2014 d'un CUI-CAE, alors CUI c'est un contrat unique d'insertion, CAE c'est contrat d'accompagnement de l'emploi. Or, ACI et ACI, je le dis pour les lecteurs de Regard Actu, atelier de chantier d'insertion, et de 67% des personnes sorties du CUI-CIE sont sans emploi. Dans le secteur non marchand CUI-CAE, le taux d'insertion 6 mois après la fin d'aide publique est légèrement en baisse par rapport à 2013 de 2 points, moins 2 points.
Le taux d'insertion dans l'emploi durable est en revanche en hausse. C'est-à-dire que dans ces emplois qui sont pas des emplois de commerce, qui sont des emplois plutôt absolument nécessaires, mais qui ne sont pas des emplois commerciaux ou marchands, on va s'abrer des emplois qu'on ne va pas pouvoir recréer. Qu'est-ce que vous avez à répondre au vu de ces statistiques? Alors, je vais répondre à ça, mais globalement, j'ai envie de répondre aussi à la loi travail, enfin à un tas de choses. Je pense que, et là, tant pis, je vais certainement déplaire aussi à la République en marche, mais je pense que le gouvernement a péché par excès de précipitation. C'est-à-dire que, moi, vu de l'intérieur, j'ai l'impression qu'en fait, il y a des choses sur lesquelles il aurait fallu plus mûrir en fait les choses, vous voyez. Notamment les contrats aidés. Effectivement, mettre fin aux contrats aidés, parce que ce ne sont pas des emplois pérennes, ça peut être une solution si on a une autre proposition à mettre en face. On est d'accord? Là, par exemple, là, si cette recyclerie conserve les 2 emplois aidés, mais vont les transformer certainement en d'autres emplois, ce qui fait qu'elles ne peuvent pas employer d'autres emplois aidés, il est dommage qu'en fait on n'ait pas prévu une mesure, quelque chose, pour justement éviter ce genre de choses. C'est comme toutes ces écoles qui ont recruté pour les TAP, les temps d'activité périscolaire. Bon ben voilà, il y a des endroits où les contrats vont être prolongés parce que, en tout cas conservés parce que voilà, c'était prévu comme ça, mais d'autres écoles décident tout simplement de mettre fin à ces contrats. Alors ça génère dans les petites communes, dans les petites structures, beaucoup de questions et beaucoup de problèmes. Hein. Donc là, moi, en ce qui me concerne, je ne suis pas spécialement satisfaite de la réponse du gouvernement. D'ailleurs, un peu plus loin. Mais j'imagine que vous en avez parlé aussi. Oui, parle de ces emplois. Il dit la fin des contrats aidés, sans doute divisé par 2 pour le prochain trimestre, sera un grand plan social. Puisque c'est vrai qu'il y a beaucoup, on a assisté d'ailleurs à des drames humains. Hein. Marseille, une femme avait commencé à travailler en contrat aidé, elle avait déménagé, et elle se retrouve aujourd'hui sans travail, et dans des situations, donc comme vous le dites, avec l'inscription à l'école, pour le moins de la précipitation au minimum. Alors, quel avenir pour les personnes concernées et leur mission? Quelle perspective pour mettre fin à la précarité subie? Alors après, il ne faut pas oublier que le gouvernement... en tout cas, j'aimerais ne pas être déçu par le gouvernement et par Emmanuel Macron, promis de mettre en place des formations professionnelles. La formation ne donne pas un emploi. Ah bah normalement si. La formation professionnelle, ça ne donne pas un emploi à la fin. Non mais si par exemple la dame qui avait déménagé, par contre je ne me souviens plus pour quelle profession elle exerçait ou pour quelle raison elle avait quitté. Mais bon, je suppose que les contrats aidés, par exemple dans cette recyclerie, ce sont des gens qui au départ n'avaient pas une formation qui leur permettait d'avoir un choix de travail exceptionnel, je suppose. Alors qu'en fait, si on vous propose une formation professionnelle, je vais vous parler de mon cas. Par exemple, alors ça peut paraître bizarre pour un ancien flic, d'ailleurs je suis toujours flic dans l'âme, mais à un moment j'ai eu un gros problème de santé dans ma vie. Donc le terrain pour moi est devenu, c'était un petit peu compliqué. Donc du coup, n'imaginant pas finir ma vie à faire des choses qui ne m'intéressaient pas, j'ai choisi de faire une formation, chacun son truc, mais moi je me suis dit il faut que je me recycle, il faut que je fasse quelque chose parce que je ne peux pas rester dans un métier où je ne peux pas absolument trouver une voie qui m'intéresse. Donc j'ai suivi à mes frais, parce que moi j'étais fonctionnaire de police donc j'avais des revenus, mais les formations dont je vais vous parler peuvent aussi été d'ailleurs prises en charge par la NPE et les ACEDIC. Pour bon nombre de mes collègues, c'est une formation de monitrice auto-école. Donc voilà, j'ai pris mon droit à la formation. Pendant 9 mois, j'ai été formée à ce nouveau métier. À l'issue, j'ai effectivement travaillé dans une auto-école, dans le but de créer plus tard une entreprise. Donc ça m'a coûté sur mes deniers, ça m'a coûté aussi sur mon temps, parce que au bout d'1 an de travail, en fait, j'ai eu d'autres problèmes de santé, parce que je suis un peu fragile. Et donc j'ai dû retourner dans l'administration, et donc devoir un temps à l'administration, celui de la formation. Enfin bref, il y a toujours du bon et du mauvais dans chaque chose, et je pense
que si on pouvait proposer effectivement dans des secteurs d'activité qui conviennent aux gens, parce que ça ne sert à rien dans la recyclerie, si vous proposez, je sais pas moi, une formation de boucher, je dis n'importe quoi, hein, de boucher à quelqu'un qui ne supporte pas toucher la viande, il n'y a aucun intérêt. Enfin, mais par contre, je pense qu'effectivement, les propositions qui étaient faites par le gouvernement de former, de proposer de nouvelles formations à des gens en situation d'handicap social, on va dire, parce que là, quand on n'a pas de boulot et quand on n'a pas de formation, c'est souvent un peu l'impasse. Oui, mais en même temps, il y a des métiers, ce que je voulais essayer de vous dire, c'est qu'il y a des métiers qui sont utiles, comme la recyclerie. On va vers une révolution écologique. Une valorisation du déchet, bien sûr. On va vers une révolution écologique nécessaire. Il va falloir, à un moment donné, arrêter de produire des déchets, et en tout cas, les déchets qu'on a, essayer de les retraiter, de leur donner une seconde vie, comme fait cette recyclerie, ou de les transformer de manière à réduire nos déchets. Là, c'est une véritable activité avec des personnes qui, même si on leur donne une formation supplémentaire pour ce métier-là, encore faudra-t-il qu'il y ait des moyens financiers pour les payer ensuite. Si l'aide pour les emplois aidés ne concerne pas seulement les personnes pour qu'elles aient un travail, elle concerne aussi les employeurs, parce que ce sont des employeurs associatifs de ce type-là qui n'ont pas les moyens, alors que pourtant c'est une activité absolument indispensable que l'on devra développer dans l'avenir. Mais c'est là où je pense que le gouvernement a péché par excès de précipitation. Enfin, il aurait fallu réfléchir à ce genre de problème avant d'y mettre fin. Enfin, à ce genre de solution, mais ce n'est pas un problème en l'occurrence, c'est une solution écologique, économique, sociale, et du coup qui se retrouve mise à mal, effectivement, parce qu'il n'y a peut-être pas eu... Parce que c'est vrai qu'il y a de la concertation du gouvernement avec tous les acteurs sociaux. Ils ne peuvent pas dire le contraire, les syndicats, ils ont été entendus. Mais je crois que ça a été fait, mais toujours un petit peu sur le fil. Et d'ailleurs, par exemple, il y a autre chose aussi. Par exemple, comme les APL, les 5 € de l'APL. C'est une décision qui a été prise par le gouvernement, qui nous est, à nous, députés, tombée sur le coin de la tête sans même qu'on ait été avisés de cette décision. Et du coup, nous, on se retrouve devant les journalistes en sortant de l'hémicycle. Ah bon, et alors les 5 € de l'APL, ou même les journaux locaux qui nous posent la question, les gens autour de moi me posent la question, mais t'en penses quoi des 5 €? Alors là, elle est prise un peu de court. Alors, au début, on essaie de défendre un peu la parole du gouvernement, mais en se renseignant aussi, mais comment ça se fait, quoi. Enfin voilà, quels sont les critères. Donc voilà, je pense que des fois, le gouvernement a tendance à un petit peu à vouloir mettre un peu au pied du mur. Ah bah oui. Bah alors, en l'occurrence, les 5 € en moins d'APL, c'était ça. Même si après, il y a des personnes pour lesquelles ça va être critique et pour d'autres moins, mais malgré tout, oui, des fois, on est un petit peu... on se retrouve en bas de l'échelle, ah bon, il faut faire tout ça, alors qu'en fait, c'était pas prévu. Enfin, nous, en tout cas, on ne le savait pas. Donc c'est un petit peu là que je suis un petit peu... J'espère ne pas être déçue par la suite, ni par le gouvernement, ni par Emmanuel Macron, parce que par exemple, ce genre de décision, pour en revenir à l'APL, on s'est vraiment pris en pleine figure, quoi. Comme la population d'ailleurs. J'allais vous en parler. Ah bah voilà. Pour quelqu'un de centre-droit, vous avez quand même une réaction un petit peu à gauche là-dessus. Mais complètement, mais parce que c'est effectivement ce que je vous disais au début de l'entretien ou avant qu'on en parle, je ne sais plus à quel moment on en a parlé, mais effectivement, je pense qu'on ne peut pas, on ne peut pas écraser la masse salariale, mais à l'inverse, on ne peut pas non plus retenir les employeurs, parce qu'il ne faut quand même pas oublier quelque chose, et là c'est là que je vais vous parler de mon côté droit. Pour que les patrons travaillent, il faut les ouvriers. Mais à l'inverse, pour que les ouvriers travaillent, il faut aussi qu'il y ait des patrons. Et il arrive par exemple, des fois, je prends le cas d'une société où la situation est vraiment précaire et où on est bien content dans ces moments-là que des gens injectent de l'argent, ce qu'on appelle l'actionnariat, pour remonter les entreprises. Là, par exemple, le gouvernement, l'État se propose je vais y arriver, de nationaliser STX, c'est la société qui est en difficulté. Mais, le discours du gouvernement est celui-ci, c'est qu'effectivement on va nationaliser, mais avec un retour à la privatisation à terme dans quelques années, et grâce, j'ai envie de dire, à l'actionnariat. Alors on est toujours en train de taper sur les actionnaires qui touchent des dividendes, mais ce qu'il y a, c'est qu'à un moment, les patrons comme les actionnaires ont aussi engagé des fonds. Il y a plein de petits patrons ou même de sociétés qui se retrouvent des fois dans des situations
financières vraiment limites et qui ne peuvent s'en sortir que grâce parfois à l'actionnariat. Donc c'est là que mon cœur de droite est en accord, c'est qu'effectivement c'est quelque chose qui me semble parfois nécessaire. Oui, en même temps, quand vous parlez mais à contrario, je ne suis pas... Les actionnaires, il faut penser aussi aux fonds de pension qui ne sont pas des petits actionnaires qui investissent pour pouvoir rincer une société et qui s'en vont ensuite après avoir siphonné tous les fonds de la société. Et ça, c'est légion. Ça, ce sont les excès, oui, on est d'accord. Oui, mais les excès qui se multiplient. Oui. Et on voit nombre de sociétés qui ont été vampirisées par les fonds de pension et par les actionnaires indélicats. Bien sûr. Et quand vous dites qu'il faut absolument un patron, je vous rappelle quand même qu'il existe aussi, il y a aussi des salariés qui sont mis en coopérative et qui sont leurs propres patrons. Par exemple, la librairie des Volcans oui, très bien. Clairement, donc il ne faut pas forcément toujours... Non, mais c'était... Oui, voilà. Oui. Les gens peuvent aussi... mais bien sûr. Créer, mais ça serait bien. Mais ce serait bien qu'effectivement les Français prennent ceux qui peuvent évidemment prendre leur destin à bras-le-corps. Et je suis très heureuse, moi, quand un particulier décide de créer son propre emploi. Ce ne serait pas le rôle de l'État d'aider les coopératives, justement, lorsqu'elles se proposent de prendre la suite d'actionnaires indélicats, que l'État préempte pour... alors, en l'occurrence, ça a marché. Par exemple, pour les salariés de préempter. Oui, mais par exemple, pour la librairie des Volcans, si ça a marché, pourquoi l'État devrait toujours absolument mettre... Oui, non, mais alors, dans certains cas, mais il y a beaucoup de cas où le tribunal ne l'a pas autorisé, tout simplement, soit parce qu'il prétendait ne pas avoir des garanties suffisantes, soit voilà. Et alors que l'État aurait pu aider au début, comme vous le dites, il y a des moments où il n'hésite pas à nationaliser, ce serait peut-être une situation, dans certaines situations, il pourrait peut-être aussi aider les salariés sous forme de prêt. On parlait d'ailleurs de créer une banque via une banque d'État qui permettrait mais peut-être que c'est un peu long comme sujet, on y reviendra peut-être un autre moment, si vous permettez. Voilà. La question suivante, c'est sur les chemins de fer, et là ça touche un peu notre région. C'est un des... comment dirais-je, une personne qui... Voilà, c'est monsieur Claude Lemoine qui nous pose la question et qui est membre du Codera et que vous devez rencontrer d'ailleurs. Eh bien, quel jour sommes-nous? Vendredi, je crois bien. Voilà. Oui, vendredi. Justement, il nous dit, le député va rencontrer le Codera, dont je suis membre, et nous lui exposerons les problèmes locaux d'abandon et d'enclavement progressif. Mais d'un point de vue général, quelle politique de transport compte-t-elle soutenir? Le tout TGV et l'oubli des petites lignes rurales comme actuellement depuis plusieurs décennies. Quelles actions pour financer le chemin de fer après l'abandon de l'écotaxe par le gouvernement précédent devant les bonnets rouges? Comment voit-elle le ferroutage pour diminuer le nombre de camions sur les routes? Qu'est-ce que vous pensez notamment du ferroutage? Et est-ce que le chemin de fer... D'un point de vue écologique, moi je trouve ça génial. Enfin, un ferroutage. Sauf qu'on est... Ah ben non, mais nous, alors, donc, du coup je vais reprendre votre question, mais en fait je vais vous l'exposer de mon point de vue. En fait, toujours pendant cette fameuse campagne des législatives, donc tout le monde, à chaque fois, c'était vraiment le sujet récurrent. Moi j'étais partie dans l'idée dans ma campagne, dans ma tête à moi, avant de partir en campagne, j'avais des idées d'écologie, j'avais envie des idées d'économie, et en fait il est devenu évident, mais comme le nez au milieu du visage, de devoir travailler ce dossier du transport. Tout le monde m'a parlé et que ça faisait 40, 50 ans que le bassin montluçonnais devenait de plus en plus enclavé parce que la situation était catastrophique. Oui, mais complètement. Alors là c'est vraiment un sujet sur lequel j'ai beaucoup de problèmes parce qu'effectivement le transport a beaucoup de problèmes. Mais effectivement j'ai conscience que donc du coup d'avoir entendu tous ces gens qu'il fallait absolument... Alors ça peut paraître curieux parce qu'au début c'était pas ce vers quoi je tendais, mais plus la campagne avançait et plus j'avais conscience que c'était le dossier duquel pouvait découler plein de solutions, on va dire, économiques pour le bassin montluçonnais. Donc en fait j'ai dit donc, pendant la campagne législative que je m'occuperais en priorité de ce dossier du transport.
avec donc des idées d'économie derrière, hein, enfin voilà, parce que, et puis d'écologie, parce que finalement on a encore nous des locomotives gasoil, enfin, c'est complètement hallucinant, quoi. Donc voilà, donc j'ai promis, alors j'ai pas promis la Lune parce que ça je sais pas faire, par contre j'ai promis que je ferai tout ce que je pourrais pour essayer de faire en sorte que ce dossier avance, enfin j'ai envie de dire. Et bon, j'ai déjà senti des réticences de la part de politiques locaux qui n'ont pas spécialement envie de m'aider, mais c'est pas grave. Je prends pour moi ce dossier, je vais partir de zéro. Enfin, en ce qui me concerne. Ben, je pense notamment à M. Duglary qui n'a pas du tout envie de m'aider dans ce dossier, mais j'ai envie de dire qu'importe, c'est pas grave, tant pis, je vais faire sans. Enfin, il y a d'autres gens en fait qui sont compétents dans ce domaine, notamment Coderail, d'autres associations, de l'ombre à la lumière, M. Guerrero, enfin voilà, il y a d'autres acteurs en fait comment dire, propres à notre circonscription, qui sont tout à fait capables et qui ont tout à fait des connaissances, notamment monsieur l'ancien sénateur, c'était... Monsieur Derriot. Oui, Derriot, mais je pensais plutôt... Ah, la sénatrice. Non plus. Non, ça va me revenir. Bon bref, mais qui ont justement essayé de porter ce dossier donc, à Paris. L'avantage que moi j'ai, entre guillemets, de dire, c'est d'appartenir justement à la République En Marche, à la majorité. Et donc, en fait, forte de, pas de la connaissance du dossier, ce serait mentir, mais forte de la connaissance du fait qu'on a un gros problème de transport, donc c'est la raison pour laquelle j'ai choisi donc, la commission développement durable et aménagement du territoire, parce que le transport fait partie de l'aménagement du territoire. Donc j'ai eu la chance d'assister à l'audition de Madame Elisabeth Borne, qui est la ministre du Transport, je le répète. Et donc voilà, donc elle a notamment parlé des 5300 km de réseau ferré français sur lesquels il y avait un chantier phénoménal à faire. Et moi, ce qui m'a un petit peu titillé, c'est quand elle a dit « Nous ne pourrons pas tout traiter, mais nous traiterons les urgences ». Et moi, j'ai envie de dire, Montluçon et le train montluçonnais, c'est vraiment une urgence. On n'a pas de TGV, on n'a pas de ligne grande vitesse, on n'a même pas un train digne de ce nom qui parte à des horaires convenables, qui nous permettent de desservir les grandes villes de la région ou même françaises. Donc, il me semble que nous faisons partie, effectivement, de ces urgences du transport. Raison pour laquelle, quand un soir on est allé à son invitation, donc notre commission donc, a été invitée au ministère du Transport donc, pour discuter justement de ce problème. Et j'ai eu la chance en fait de prendre en aparté Madame Elisabeth Borne et de lui parler du problème de Montluçon. Alors j'ai bien pris le temps de lui parler de tout ce que je viens de vous dire, qu'en fait on était un petit peu dans le rien du transport, quoi, presque, quasiment. C'est vrai, enfin, pour les gens qui auraient envie de travailler sur Montluçon et qui voudraient habiter un peu plus loin, c'est tout de suite beaucoup c'est hyper compliqué. Par exemple, moi, travaillant sur Paris, je m'étais dit, ben, je vais y aller en train. Mais en fait, c'est impossible. Comment vous faites? Mais j'y vais en voiture. Ben, au début, je trouvais ça allait, mais j'avoue que les semaines passant, c'est vraiment fatigant. C'est fatigant, ouais. Ben oui, c'est pas possible. Enfin, donc je vais falloir trouver une autre solution. Oui, il y en a qui vont jusqu'à Vichy pour prendre le train, ou jusqu'à Bourges. Eh ben, j'avais pas envie de moi de monter jusqu'à Moulins, finalement. Voilà. Alors c'est quand même dommage d'être sur la circonscription de Montluçon et de devoir monter à Moulins pour aller donc faire 1 heure de trajet pour finalement n'avoir que 2h30. Mais attendez, avant de me poser la question prochaine, parce que j'ai pas fini avec le transport. Et donc, je me suis bien entretenue avec Madame Borne, qui m'a assuré que donc, si on avait un dossier à lui présenter, c'est pour ça que j'ai fait cet appel sur la montagne, qu'elle se déplacerait en fait, pour prendre physiquement et visuellement cas de nos problèmes, de vieilles locomotives, de voies complètement hors d'âge, on va dire, et faire en sorte que nos problèmes de transport avancent. Raison pour laquelle, donc, sur ma page Facebook, et ça a été relayé par la montagne, donc j'ai fait appel aux associations et à tous les gens de bonne volonté qui voudraient m'assister dans ce dossier. Et donc c'est à cet appel-là qu'a répondu donc Coderail, avec qui nous avons rendez-vous demain ou après-demain, je ne sais plus. Coderail est une association qui dispose d'une expertise assez poussée. Oui, voilà, c'est pour ça. Eux, je sais très bien qu'ils ont déjà un dossier qui est quasiment extrêmement pointu oui. sur le dossier. Et vous pourrez vous appuyer, j'en suis certain. Et donc, avec l'appui de cette association, donc j'aimerais bien que ce dossier soit rapidement bouclé pour pouvoir le présenter éventuellement d'ailleurs avec quelqu'un de chez Coderail ou donc au ministère pour qu'elle en prenne cas et qu'il soit daté et qu'on puisse avancer effectivement. Très bien. Alors,
si vous voulez bien, on va continuer. Voilà, oui, par contre, on va peut-être pas non plus, parce qu'il est déjà non, 11 mais heures. on arrive quasiment à la fin. D'accord. À la fin, il y a encore 3-4 questions, et après, Oui. ça sera à peu près terminé. La rigueur budgétaire dans les services publics se traduit par la concentration, suppression de moyens. Comment mettre en place des politiques ambitieuses dans la santé, l'éducation et les territoires défavorisés dans ces conditions? Alors, il a déjà fallu faire face effectivement à un problème de budget, enfin, je ne sais pas si vous voulez qu'on en reparle, mais du budget laissé par le précédent gouvernement qui avait quand même oublié quelques milliards d'économies. Donc là, en cette fin d'année, normalement, on devrait, avec le gouvernement, pouvoir faire 13 milliards d'économies, si je me souviens bien, contrairement aux 10 qui étaient annoncés par le gouvernement. Donc Darmanin, enfin le ministre Darmanin, donc, semble tirer un petit peu partout où on peut. Alors ce sont des économies de fonctionnement. Par exemple, quand on a parlé de l'armée, par exemple, c'était pas on va arrêter de proposer comment dire, les chars ou des choses comme ça. Ce sont vraiment des économies de fonctionnement, parce qu'on ne s'imagine pas l'argent qui peut être jusqu'à présent délapidé en fait dans tous les ministères en frais de représentation, enfin en fait dans un tas de frais sur lesquels on peut effectivement rogner. Et bien, chose surprenante, on en arrive quand même à 13 milliards d'économies. Et d'ailleurs, justement, en termes d'économie, il était prévu, j'espère d'ailleurs que ça va se faire, mais que le nombre de députés soit revu à la baisse. Et bien, je dis très bien. Parce qu'en fait, on est un des rares pays, enfin, proportionnellement parlant, on est encore un des derniers pays à avoir autant de députés par rapport à la population que l'on connaît. Donc, parce que l'air de rien, enfin, un député, moi je l'avais au paraît bizarre, mais je ne m'étais pas trop renseignée de toute l'enveloppe dont dispose un député en frais de fonctionnement, mais c'est impressionnant. Enfin, déjà, bon, après, qu'on ait un salaire qui est ce qu'il est, bon, parce que ça demande quand même pas mal de temps. Là, par exemple, je suis en vacances, mais je viens quand même vous voir, je vais voir des représentants syndicaux. Au final, je vais avoir une vraie semaine de vacances la semaine prochaine, par exemple. Là, pas de téléphone, pas d'ordinateur. Mais bon, bref, qu'importe, je ne vais pas me plaindre. Mais à contrario, on dispose d'argent pour payer nos collaborateurs. On dispose d'une somme hallucinante pour l'affranchissement du courrier. Je crois, sans vouloir me tromper, je crois que c'est par an, c'est 4 200 €. Alors moi je me dis, mais qu'est-ce qu'on peut bien envoyer comme courrier? 4 200 € par an, c'est hallucinant. Enfin, après, peut-être que je vais avoir des surprises, hein, peut-être que je vais me rendre compte que ça va me servir. Après, on a des frais de taxi, on a 15 000 €, alors par contre c'est pendant toute la mandature, pour tout ce qui est matériel informatique. Non mais c'est hallucinant. Alors je me dis que si on passe de 577 à 300 ou 350, déjà là on va faire, à mon avis, des économies substantielles. Oui, mais ça ne va pas... Là, la personne parle de concentration, suppression. On entend par là, par exemple, pensons aux écoles qui sont en train de fermer, des classes qui sont regroupées, il y a des concentrations. Et là, on voit bien que ce n'est pas seulement des frais de fonctionnement, c'est aussi des services qui sont diminués pour la population. Mais alors là, c'est aussi parce que certaines populations... Et dans les zones rurales, où effectivement... Mais alors, le problème dans les zones rurales, des services notamment par exemple l'école. Vous parlez des disparitions de classes, enfin des suppressions de classes, des disparitions même des écoles. Bien souvent, le problème, en fait, c'est qu'on n'arrive pas à fixer en fait les populations sur leur lieu de résidence. Ce que je veux dire, c'est que souvent les jeunes sont intéressés par la campagne pour s'installer, parce qu'en fait c'est moins cher qu'à la ville, on est d'accord. Et puis au bout d'un certain temps, arrive ce qui doit arriver, c'est-à-dire qu'arrive le premier enfant. Là, on est confronté à une absence de mode de garde pratique, on va dire. Même s'il y a des modes de garde, ils ne sont pas toujours pratiques ni flexibles. Ce qui fait qu'en fait, bien souvent, ces jeunes avec leurs enfants déménagent, repartent en ville, là où ils vont pouvoir trouver des crèches avec des ouvertures plus flexibles. Moi, je pense qu'en fait, il y a plein de problèmes en fait, qui sont liés à ces pertes, notamment de classes et d'écoles. C'est justement ce problème de tissu économique qui n'est pas créé en milieu rural, notamment avec des crèches plus flexibles, mais également aussi le problème de transport. Je pense qu'en fait, là on fait le procès à l'envers, mais je pense que le problème n'est pas de régler les problèmes maintenant, il faudrait régler les problèmes en amont, en fait, avant de poser des questions sur l'aval. Oui. Enfin, il n'empêche quand même que c'est une politique qui tend à diminuer les moyens des services publics dans les zones rurales d'une manière dramatique, et ça contribue
en quelque sorte, alimenter un cercle vicieux de désertification. Ah bah c'est sûr, c'est sûr. Tissu Là maintenant il faudrait économique créer un dont cercle vous parlez, vertueux justement. certains entrepreneurs regardent avant de s'installer s'il y a des services publics qui sont présents, si leurs employés vont pouvoir envoyer leurs enfants à l'école, etc., etc. Et c'est pour ça que Et dans par certaines conséquent, communes quand on rurales accélère sont cette créées désertification, on accélère aussi la désertification économique dans nos régions, Oui. malheureusement, voilà. Bien sûr. Donc, je vais essayer d'aller encore un peu plus vite, si vous voulez bien. Oui, allons-y. Voilà, ah oui, Madame la ministre Perrigot, ex-DRH de la Perrigot, excusez-moi, Ah, oui. Ex-DRH de la société Danone, a bénéficié d'une attribution de stock option d'un niveau de 1 113 000 € suite au licenciement collectif qu'elle a mis en œuvre comme DRH. Pour vous, députés, comme pour cette dame, est-ce là une manœuvre frauduleuse financière ou un scandale à caractère social? Comment réagissez-vous dans le même temps où les APL, et là vous avez un peu répondu, où les APL pour les 6,5 millions d'ayants droit diminuent de 5 € par mois? C'est-à-dire qu'en fait, cette personne met en perspective le fait que des personnes qui sont au gouvernement au plus haut niveau puissent faire une culbute financière, parce que c'est bien une culbute dont il s'agit, grâce à la vente d'actions qu'elle avait pu acquérir à un taux préférentiel. Si les actions ont augmenté, c'est parce qu'il y avait eu ces licenciements, c'est ce qui a donné de la valeur à l'action, et du coup elle vend ses actions. Non, en fait, ça s'est pas tout à fait passé comme ça. Alors, si vous voulez qu'elle fasse une culbute, alors là, c'est mon cœur de droite qui va parler, mais qu'elle fasse une culbute, il faut bien analyser tout ce que je dis. Juste d'un point de vue de la culbute. Qu'elle fasse une culbute parce qu'elle a investi de l'argent et qu'elle récupère des intérêts, ça me paraît logique. Après, ce qui me paraît un petit peu moins normal, mais là, je préférerais la laisser parler à la justice, puisque en l'occurrence, il y a une enquête, c'est que il est possible qu'elle ait eu connaissance qu'effectivement cette boîte allait avoir pas péricliter, mais allait devoir faire face à des licenciements. Si vous voulez, en fait, l'action était en train de monter, donc c'était plutôt favorable, mais elle, est-ce qu'elle savait qu'effectivement il allait y avoir tous ces licenciements, ce qui aurait pour effet de faire chuter le cours de l'action? Vous comprenez? Non, les licenciements, ça les fait plutôt élever. Quand vous licenciez dans une boîte comme ça, c'est ce qui passe à peu près partout dans toutes les grandes entreprises. Vous diminuez la masse salariale, vous donnez de la valeur à l'action. Oui, mais le premier temps, au niveau de l'action, c'est quand même bien ça le problème, c'est que vous donnez quand même le signal d'une société qui a des problèmes de licenciement. Alors effectivement, après, ça a l'effet rebond. Ça a l'effet rebond, effectivement, de faire remonter l'action. Mais elle, ce qu'elle a fait, en fait, a priori, c'est d'avoir revendu en fait ses actions pour faire effectivement cette culbute, mais avant que tout ça ne soit su, en fait. En même temps, elle est au courant, puisque c'est elle qui l'a mis en œuvre, ce plan. Alors là, c'est là que, oui, effectivement, mais c'est un petit peu comme l'histoire de Richard Ferrand et de sa femme. Voilà, c'est quand même un problème, y compris à la limite de délit d'initié. Moi, c'est quelque chose qui, si c'est dénoncé par si c'est démontré par le juge, effectivement, je trouve ça totalement inadmissible. Alors, voilà, la dernière question que je vous poserai, et ensuite on reviendra à la lettre des Insuliens. La dernière question, elle vient de Paul C. Vous aviez la possibilité, en votant certains amendements du groupe de la France Insoumise, de faire avancer la démocratie participative en redonnant voix au chapitre peuple. Exemple, la mise en place de la loi pour la confiance et la transparence de recourir au référendum révocatoire. Pourquoi ne pas l'avoir fait? En Marche a-t-il peur des citoyens? En clair, est-ce que vous êtes pour ou contre la possibilité de révoquer les élus en cours de mandat? De révoquer les élus, mais alors après... Parce que si vous voulez, il y a déjà... pénalement, ça existe déjà. C'est-à-dire que si un élu, pendant son mandat... si le maire d'une grande commune de la circonscription avait des problèmes avec la Cour des comptes, par exemple, je suppose que si la décision du tribunal était rendue et qu'il était
Enfin, il deviendrait inéligible. Enfin, il Non, paraît... non, pas du tout. Vous avez, y compris d'ailleurs, et là, faudrait peut-être que Oui, mais vous après, nous en est-ce que ce parliez. serait pas... Parce que par C'est exemple... lié au fait, par exemple, que par exemple, les élus, on ne demande pas, et vous êtes quand même bien placé pour le savoir en tant que travaillant dans la police, quand vous êtes rentré, on vous a demandé un casier judiciaire vierge. Oui, oui. Or, pour les députés, c'est pas obligatoire. Et le gouvernement semble abandonner, enfin, il semble pas, il a abandonné. C'était un problème exigence. de constitutionnalité, alors... Mais quel problème de constitutionnalité? Moi, je ne vois pas qu'est-ce qui nous explique, dans ce cas-là, quel est le problème de constitutionnalité qui l'aurait empêché d'exiger de la part. Est-ce qu'il y a un problème de constitutionnalité pour un fonctionnaire? Là, pour le coup, vous voyez, Comme M. Mélenchon était justement d'accord sur le principe de dire que, effectivement, si on arrivait à un casier vierge, il y a parfois des mouvements de syndicalistes qui débordent un peu, et certaines personnes, notamment... Des syndicats... ouais, et qui après, par exemple, alors est-ce que, vous voyez, c'est ce genre d'exemple qu'on peut entendre. Oui, mais après, il y a des types de condamnation. Ah bah oui, mais alors dans ce cas-là, si on demande un casier vierge, aucune condamnation, vous voyez. Non, oui, non, donc, vous avez plusieurs volets, vous le savez bien, dans le casier judiciaire. Donc on peut demander au moins qu'un des casiers soit vierge, pas l'autre, notamment qu'il n'y ait pas de condamnation. Bah là on parle du B3, on pas peut, du B2. par exemple, on peut demander par exemple qu'il n'y ait pas de condamnation pour fraude, pour détournement de fonds. Là c'est le cas, il y a toute une liste de... Et c'est bien, oui, alors c'est pas le cas actuellement. Vous pouvez très bien avoir été condamné par la justice et continuer à siéger. Regardez par exemple cette députée socialiste qui a même siégé pendant la législature précédente avec un bracelet au pied. Oui. Bon, donc vous avez quand même et c'est ce type de situation qui révulse le plus les citoyens, de se dire que les gens qui ont été condamnés pour des détournements de fonds, pour des délits d'entrave, enfin pas forcément délits d'entrave, mais pour des détournements d'une certaine manière ou pour avoir profité de fonds publics, ces gens-là se retrouvent quand même sur le banc de l'Assemblée nationale et décident des lois. Et c'est cela que les gens ne veulent plus pour la grande majorité. Moi, quand on a commencé à discuter justement de ce casier judiciaire, justement, je m'étais dit pourquoi nous, flics, pourquoi les gendarmes, pourquoi les fonctionnaires en règle générale, on doit avoir un casier vierge, et pas justement nous qui faisons les lois. Vous voyez, moi, a priori, je me disais, mais je ne comprends pas pourquoi ça soulève un tel tollé parmi les députés. Pourquoi on ne devrait pas, nous aussi, être tout vierge? On fabrique des lois, mais à côté de ça, nous, on s'autoriserait à pouvoir commettre certaines choses, et malgré tout, pouvoir toujours être élu, à bénéficier des ordres de la République. Mais en fait, c'est en écoutant justement M. Mélenchon, donc parler justement de ses camarades syndicalistes qui ont eu des fois mal à partir avec la justice et qui n'auraient pas pu, eux, se présenter. Alors qu'en fait, ils défendaient des droits, vous comprenez? Ils défendaient des fois des droits en dépassant un peu certaines limites, mais voilà. Donc là, je me suis dit, ah bah oui, effectivement, ce que soulève M. Mélenchon, c'est pas stupide. On ne peut pas effectivement priver de parole certaines personnes qui pourraient se faire élire par une partie de la population et qui ne pourraient pas la représenter parce qu'elles ont justement défendu leurs droits. Enfin, c'est un petit peu antinomique. Oui, il faut faire des distinctions. Vous seriez plutôt pour faire des distinctions. Oui, et pas laisser le référendum. Après, je trouve que c'est un peu... Parce que des fois, ça tombe comme un coup près. Enfin, dans ce cas-là... Mais même moi, la première, j'étais partie dans l'idée d'un casier judiciaire vierge. Et je me dis, bah oui, effectivement, on priverait de parole des gens qui pourraient représenter une certaine frange de la population. Voilà, donc, mais après, sans tomber dans le référendum, c'est un peu... c'est un petit peu trop en fait. On va terminer cette interview, si vous permettez, par cette lettre qui vous a été adressée, que nous avons reçue en début de semaine. Vous l'avez donc aussi reçue de la France Insoumise qui vous propose un débat public, une rencontre publique pour débattre sur la loi travail. Notamment, ils évoquent toute une série d'arguments pour expliquer pourquoi cette loi travail va représenter une régression majeure pour les salariés. Je ne vais pas les énumérer tous, puisque de toute façon, cette lettre est sur le site de Regard Actu, ils ont pu le regarder. Eh bien,
en avant-première, est-ce que vous, le principe de ce débat public, vous l'acceptez? Puisque vous disiez justement qu'il y a des acteurs avec qui vous vouliez bien parler, et pas forcément avec certains qui oublient de balayer devant leur porte. Oui, mais on parle de la même personne, c'est ça. Voilà. Voilà. Mais par contre, la France Insoumise, les militants, ces gens-là, vous n'êtes pas opposés à les rencontrer et à débattre? Alors, je ne suis opposée à débattre avec personne, même si je ne l'ai pas fait, je vous rappelle, avec M. Duvéry pendant le deuxième tour, parce qu'il m'avait un peu méprisé pendant le premier, mais bon, d'accord. Mais en l'occurrence, je suis prête à débattre avec la circonscription, les gens de la circonscription. Donc, justement, si je dois refaire des permanences, pourquoi pas, au lieu que ça devienne des permanences où peut-être les gens ne viendront pas, pourquoi ne pas refaire justement des réunions publiques où nous aurons l'occasion justement de discuter avec la France Insoumise, mais aussi avec d'autres mouvances, hein, je veux dire... Enfin voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, je ne vais pas rencontrer 10 syndicalistes CGTistes, enfin voilà, etc. Mais par contre, oui, enfin en avant-première, si vous voulez, oui, moi je veux bien débattre de la loi travail. Alors là, du coup, je ne sais pas à quel moment serait plus judicieux. Oui, non, non, on ne va pas prendre date aujourd'hui, mais oui, parce qu'effectivement, la loi travail en l'occurrence, c'est principalement de ça dont ça parle, le courrier de la France Insoumise, commenterie Montluçon, enfin Montluçon commanderie, c'est effectivement un gros dossier qui fait peur aux Français et forcément aux habitants de l'Allier, donc il n'y a aucun souci. Alors on ne sera certainement pas d'accord sur tout, au contraire, je pense qu'on est d'ailleurs en opposition sur plein de choses, mais c'est justement du débat qu'on peut des fois s'expliquer, eux comme moi, enfin eux comme nous, on va dire, la République en marche. Donc moi j'ai aucun souci à débattre avec la France Insoumise, mais pas spécifiquement qu'avec la France Insoumise. Oui, non, mais d'ailleurs le débat, il vous propose d'ailleurs d'y mettre des acteurs du mouvement social, et notamment des syndicalistes qui pourraient intervenir et qui pourraient venir dans le débat. Et donc ça peut être intéressant dans la mesure où c'est un débat qui, s'il est public, permettra à la fois vous permettra aussi de développer vos arguments et de voir les arguments qui peuvent vous être opposés à cela. Donc je note qu'effectivement vous êtes... Et je voudrais préciser quelque chose, enfin, je ne sais pas si vous allez en prendre note ou pas, enfin ceci c'est filmé donc vous aurez le temps d'y regarder, mais voilà, je tiens à préciser aussi que dans les courriers que je reçois, certains sont injurieux ou dans l'invective, voilà, donc je ne réponds pas à ces courriers. Voilà. Comme certaines demandes, enfin je ne parle pas de la personne à laquelle nous pensons tous les deux, mais d'autres demandes complètement hurluberlues, je ne peux pas passer mon temps à répondre à des choses un peu... complètement en dehors de certains sujets qui pourraient, contrairement à celui-ci, préoccuper personne finalement. Donc voilà. Donc il faut entendre que je n'ai pas envie de perdre mon temps à répondre à des choses ou à des gens dans l'invective. Voilà. C'est pas comme ça qu'on fait progresser les débats. Et j'invite la France Insoumise et tous les gens qui participeront au futur débat, donc on essaiera de mettre en place assez rapidement aussi, parce que c'est quand même un sujet qui va rentrer rapidement dans l'actualité. Donc voilà, de se comporter de façon posée. On peut tout se dire. En fait, c'est ça le truc, c'est qu'on peut tout se dire. Il y a une façon de le faire. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Il n'y a aucun souci. Ça sera sur une question débat, mais ça c'est à voir avec eux. D'autant qu'à la rentrée, on ne sait pas vers quoi on se dirige. Vous avez deux grandes manifestations qui ont été initiées, l'une par les organisations syndicales le 12, c'est ça. et l'autre le 23 à Paris, peut-être avec des répliques dans plusieurs villes de France, de la France Insoumise. Donc il y a une véritable interrogation et c'est peut-être le moyen, le moment aussi d'éclaircir certains aspects qui sont évoqués dans ce courrier. Bien sûr. En tout cas, nous vous remercions c'est moi d'avoir répondu aux questions de Regard Actu et puis on vous souhaite bon courage pour la suite et bonnes vacances puisque vous avez, je rappelle, une semaine de vacances. Enfin là je suis normalement en vacances, mais bon, je prends sur ce temps pour justement voir un petit peu la circonscription parce que j'ai pas eu trop le temps justement depuis le 26 juin où a vraiment commencé le travail parlementaire. Voilà. Merci. Merci à vous.